émission de fin de soirée du dimanche. Mon prochain invité est un habitué du Ed Sullivan Theatre. Merci encore au président Barack Obama. Les billets pour le Centre présidentiel Obama seront mis en vente demain matin et l'ouverture aura lieu le 19 juin. Voici quelque chose qui cloche. L'émission de fin de soirée, numéro 1 aux États-Unis, la plus regardée, la plus primée, celle qui venait de remporter son premier Emmy, a été annulée. Non pas par manque d'audience, ni par désir de départ de l'animateur. L'émission attirait 2 millions de téléspectateurs par soir, trônant en tête des audiences depuis 9 saisons consécutives, et pourtant CBS a décidé de l'arrêter. Dès que Stephen Colbert a évoqué la question à l'antenne, une remarque qui, de toute évidence, a déplu à certaines personnes, la décision a été prise en quelques jours. Alors que s'est-il réellement passé et pourquoi l'une des voix les plus appréciées du petit écran quitte-t-elle définitivement le Ed Sullivan Theatre, l'appel qu'il n'avait pas vu venir? Stephen Colbert était en vacances quand c'est arrivé. Il n'en avait aucune idée. Son manager était au courant, il le savait même depuis quelques semaines, mais il avait attendu avant de le lui dire. Alors que Colbert se trouvait loin des caméras, probablement en train de se ressourcer hors ligne comme on le fait après des années de télévision en direct, les dirigeants de CBS se réunissaient pour décider que son émission, l'une des franchises les plus populaires de l'histoire du late night, allait prendre fin. Il ne l'apprit que le soir du 16 juillet 2025. Le lendemain matin, il entra dans le Ed Sullivan Theatre et annonça lui-même la nouvelle à son public. Il a devancé CBS pour l'annonce. Ils avaient prévu de le faire à leur propre rythme. Il ne les a pas laissés faire. Ce qu'il a dit à l'auditoire était frappant par sa sobriété. Il a remercié les 200 personnes qui rendaient l'émission possible chaque jour. Il a exprimé sa profonde gratitude pour ce qui avait été son foyer télévisuel pendant 10 ans. Et puis, il a dit quelque chose qui a bouleversé beaucoup de personnes présentes. Il n'était pas remplacé, l'émission disparaissait tout simplement. Et il aurait souhaité que quelqu'un d'autre en prenne la relève. Ce discours a eu un impact différent d'une annonce d'annulation classique. Il ne s'agissait pas seulement de son départ, mais de la disparition d'une institution entière, la marque Late Show, qui existait sur CBS depuis 1993 à travers les 22 saisons légendaires de David Letterman et maintenant à travers les 11 de Colbert. Disparu. Pas de passation de pouvoir, pas de réinvention, juste disparu. Le public, oui, en apprenant la nouvelle. Colbert les a regardés à hocher la tête et leur a simplement dit qu'il ressentait exactement la même chose. Ce moment en disait long sur la personnalité de cet homme et sur l'importance qu'avait prise cette émission pour ses téléspectateurs. Cette remarque sur le pot de vin a peut-être tout changé. Voici maintenant l'aspect de cette histoire qui continue de faire débat. 3 jours avant que CBS n'officialise l'annulation de l'émission Colbert, a fait une déclaration audacieuse à l'antenne. Paramount, la société propriétaire de CBS, avait accepté de verser 16 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice intentée par Donald Trump.
Ce dernier affirmait que CBS News avait monté de manière abusive une interview de Kamala Harris diffusée dans le cadre de la campagne présidentielle de 2024 lors de l'émission 60 Minutes. Colbert est intervenu à la télévision et a qualifié ce paiement sans embâche de tentative de corruption. 3 jours plus tard, le Late Show était annulé. CBS a insisté dans tous ses communiqués officiels sur le fait que cette décision était purement financière, prise dans un contexte difficile pour les émissions de fin de soirée et n'avait rien à voir avec les audiences, le contenu ou quoi que ce soit se déroulant chez Paramount. Mais le contexte rendait cette version difficile à croire et de nombreuses personnalités influentes l'ont exprimé publiquement. La sénatrice Elizabeth Warren a publié une déclaration officielle affirmant que le public méritait de savoir si l'émission avait été annulée pour des raisons politiques. La Writers Guild of America a demandé au procureur général de l'État de New York d'ouvrir une enquête suggérant que cette annulation s'apparentait à une tentative de démagogie pratique courante chez les personnes au pouvoir, étant donné que l'administration Trump était en plein examen du projet de fusion entre Paramount et Skydance Media. Cette fusion nécessitait l'approbation de la FCC, une commission dont le président avait déjà mis en garde les émissions de fin de soirée concernant les règles d'égalité de temps d'antenne. L'approbation de la FCC est intervenue peu après l'annulation. À vous d'en tirer vos conclusions. Trump, quant à lui, s'en est réjoui publiquement sur Truth Social. Il a publié un message se disant ravi du licenciement de Colbert et critiqué son talent, puis a ajouté spontanément qu'il s'attendait à ce que Jimmy Kimmel subisse le même sort. Colbert a réagi en direct en déclarant que les hostilités étaient officiellement déclarées, puis a livré l'un des monologues les plus directs et sans filtre de toute sa carrière. Ce qui, si vous connaissez, un tant soit peu. L'histoire de Colbert est vraiment significative. Le coût réel du maintien de l'éclairage. Mais arrêtons-nous un instant, car il y a une réalité financière importante à prendre en compte, même si le moment choisi pour cette annulation semble suspect. Le Late Show perdait de l'argent réel, environ 40 millions de dollars par an selon des sources proches de la chaîne. Un journaliste a cependant indiqué par la suite que ce chiffre était gonflé d'au moins 10 millions, portant la perte réelle à près de 30 millions de dollars par an. Quoi qu'il en soit, le manque à gagner était considérable. Le modèle économique des émissions de fin de soirée se détériorait discrètement depuis des années. L'audience se fragmentait. Le streaming avait changé la façon dont les gens consommaient du contenu. Les investissements publicitaires se détournaient de la case horaire de 23h35 au profit des plateformes numériques. Même les moments viraux de Colbert, ses monologues, qui cumulaient des millions de vues sur YouTube et les réseaux sociaux, ne se traduisaient pas par des revenus publicitaires pour CBS, car la chaîne ne contrôlait pas ces plateformes. C'était la même dynamique qui avait entraîné la fin du Late Show de James Corden 2 ans plus tôt. CBS avait remplacé cette émission par un programme moins coûteux. La différence résidait dans le fait que Colbert était le fleuron, l'émission la plus prestigieuse et la plus onéreuse de CBS à cette heure-là. Et contrairement à la case horaire de 0h35,
Il n'existait pas d'alternative moins chère et tout aussi prestigieuse. Fait intéressant, Colbert lui-même était producteur exécutif de l'émission de 0h 35 qui a remplacé Corden, un programme intitulé After Midnight. Il était donc plus que quiconque au courant de la fragilité des marges bénéficiaires des émissions de fin de soirée. Il n'ignorait rien des enjeux économiques, mais malgré cela, la rapidité de la décision et le fait qu'il n'ait eu aucune possibilité de proposer des mesures de réduction des coûts ont laissé penser à beaucoup au sein de la direction que l'argument financier, bien que valable, n'expliquait pas tout. CBS a annoncé pour remplacer l'émission diffusée à 23h35 un jeu télévisé humoristique de Byron Allen intitulé Comics Unleashed, conçu délibérément pour éviter tout humour politique. Un homme bâti sur le chagrin et l'improvisation. Voici un fait concernant Stephen Colbert qui fait rarement la une des journaux, mais qui explique presque tout de sa façon de faire. Il avait 10 ans lorsque son père et 2 de ses frères ont péri dans un accident d'avion. Le vol 212 d'Eastern Airlines s'est écrasé à Charlotte, en Caroline du Nord, en septembre 1974. Colbert était le benjamin d'une famille de 11 enfants et en un après-midi, sa famille a été bouleversée à jamais. Il a évoqué cet événement dans des interviews au fil des ans, mais jamais dans le but d'apitoyer. Il a confié que sa mère lui avait montré comment surmonter cette épreuve. Une perte dévastatrice sans pour autant sombrer dans l'amertume. Brisé certes, mais pas amer. Il a également confié avoir traversé dans sa jeunesse une crise de foi allant jusqu'à se considérer comme athée à 22 ans avant de renouer avec ses convictions catholiques grâce à une rencontre fortuite, presque accidentelle, avec un inconnu dans la rue. Ce ne sont pas là les histoires de quelqu'un devenu humoriste par simple plaisir ou par appât du gain. Voilà quelqu'un qui a trouvé dans la comédie un moyen d'aborder des choses compliquées et douloureuses avec suffisamment de recul pour les regarder clairement. Il a étudié au Hampden-Sydney College en Virginie, puis a intégré l'université Northwestern, où il a obtenu une licence en théâtre en 1986. Il s'est ensuite installé à Chicago, a rejoint la troupe d'improvisation Second City et y a rencontré Amy Sedaris et Paul Dinello qui allaient devenir ses partenaires créatifs pendant des années. Ensemble, ils ont créé une émission de sketchs humoristiques pour Comedy Central intitulée Exit 57, diffusée au milieu des années 90 et qui a été nommée 5 fois aux Cable Ace Awards. Au début de sa carrière, il a tenté sa chance comme scénariste au Late Show de David Letterman sans succès. Il a finalement décroché un poste au Daily Show en 1997 d'abord, à titre d'essai embauché par une productrice nommée Madeleine Smithberg, qui lui a fait confiance. Il est devenu le correspondant ayant la plus longue carrière dans l'histoire du Daily Show. Si ce parcours est important, c'est parce que l'homme qui quitte aujourd'hui le Late Show n'est pas un simple coup de chance. Il a bâti quelque chose à partir de rien après avoir tout perdu, alors qu'il était à peine en âge de le comprendre. L'émission qui a révolutionné le Late Night. Lorsque Colbert a succédé à David Letterman en septembre 2015, de sérieux doutes subsistaient. Letterman animait la tranche horaire de 23h35 depuis 22 ans. Il était une véritable institution, et Colbert, qui avait bâti toute sa notoriété en incarnant un personnage, un commentateur satirique de droite dans The Colbert Report, allait désormais devoir se présenter sous son vrai nom dans une émission qui ne reposait pas sur un personnage fictif. Sa première saison fut difficile.
Les audiences étaient mauvaises, le ton était incertain. Les critiques ne savaient pas vraiment où l'émission voulait en venir. Il y a une émission spéciale désastreuse après le Super Bowl en février 2016, qualifiée de fiasco par les critiques. Difficile de faire pire compte tenu de la taille de l'audience, mais ensuite tout a basculé. Trump a remporté la présidence en novembre 2016 et l'émission de Colbert a trouvé son style presque instantanément. Ses monologues sont devenus plus incisifs, plus personnels. L'émission est passée d'une approche politique générale à une critique spécifique et implacable de l'administration et le public a répondu présent. Dès la saison 2016-2017, le Late Show était l'émission de fin de soirée la plus regardée du pays pour la première fois depuis l'époque de Letterman, avec une moyenne de plus de 3 millions de téléspectateurs par soir. En 2018-2019, il a détrôné le Tonight Show auprès du public cible des 18-49 ans, une première pour une émission de fin de soirée de CBS. Depuis 1994, il a conservé cette position pendant 9 saisons consécutives. 9 années au sommet, malgré la pandémie, la grève, les pressions de la FCC et bien d'autres obstacles jusqu'à ce que CBS décide d'y mettre fin. Le plus remarquable durant cette période n'était pas seulement l'audience, mais aussi l'évolution de l'émission dans sa manière d'accueillir ses invités. Colbert ne s'intéressait pas au format habituel des entretiens avec des célébrités. Il a reçu Joe Biden pendant la pandémie de COVID pour parler de deuil. Il a eu une conversation avec Dua Lipa qui a abordé sa foi catholique d'une manière à la fois authentique et inattendue. Il a demandé à Michelle Obama d'imiter Barack Obama devant la caméra. Il avait ce genre de conversation qui amenait ses invités à dire des choses qu'ils n'avaient pas prévues. C'est rare. Cela exige une confiance que les animateurs mettent des années à gagner. Colbert l'a mérité, la pièce où les légendes se sont réunies pour faire leurs adieux. Dans les semaines précédentes, l'épisode final, un événement inhabituel se produisit. Le monde des émissions de fin de soirée est censé être un milieu compétitif. Ces programmes se livrent une lutte acharnée pour conquérir les téléspectateurs chaque soir. Mais au printemps 2026, alors que les derniers jours de Colbert approchaient, ceux qui étaient censés être ses rivaux se sont présentés au Ed Sullivan Theatre, non pas pour rivaliser, mais pour être présents. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers et John Oliver étaient tous présents dans le même épisode l'avant-dernière semaine. Colbert les a présentés comme ses meilleurs amis de la télévision. Il a plaisanté en disant que leur présence à 5 dans la même pièce signifiait que Jon Stewart était désormais le survivant désigné. L'épisode dégageait l'énergie détendue et chaleureuse de personnes ayant surmonté une épreuve ensemble, ce qui d'une certaine manière était le cas. Tous les 5 avaient créé un podcast pendant la grève de la Writers Guild of America en 2023. C'est un projet qu'ils avaient baptisé Strike Force 5. L'intégralité des recettes était reversée aux équipes de leurs émissions, les auteurs, les producteurs et les techniciens qui se retrouvaient soudainement sans emploi. 12 épisodes, tous sans script, uniquement basés sur la conversation et l'émission a conquis le cœur du public. Kimmel a également annoncé que le soir du dernier épisode de Colbert, il ne diffuserait pas d'épisode inédit de sa propre émission. Il diffuserait une rediffusion à la place non pas pour concurrencer Colbert, mais pour apaiser les tensions.
Puis, il y a eu David Letterman. Letterman est retourné au Ed Sullivan Theatre, le théâtre qu'il avait reconstruit, celui où il avait passé plus de 20 ans à marquer l'histoire de la télévision et a reçu une ovation debout. Il a déclaré au public qu'il avait toutes les raisons d'être en colère contre ce qui s'était passé et il ne s'en est pas caché. Il a rappelé à l'assistance que sans lui, aucun d'eux ne serait là et que, quoique CBS ait pu lui enlever, elle ne pourrait jamais lui enlever sa voix. Enfin, il a conclu par un adieu à la chaîne, paraphrasant le légendaire animateur Ed Murrow, qui a provoqué une véritable explosion de joie dans la salle et n'a laissé aucune place à l'interprétation. Barack Obama était également présent dans les semaines précédant le dernier épisode. Au cours de leur conversation, Obama a suggéré, apparemment pas tout à fait pour plaisanter, que Colbert pourrait envisager de se présenter à une élection, faisant remarquer que les critères de qualification pour ce poste avaient, ces dernières années, évolué de manière difficilement ignorable. Le rideau tombe enfin et que nous réserve la suite. Les 4 derniers épisodes du Late Show ont été annoncés pour le 15 mai 2026. Lundi 18 mai, un épisode intitulé « Le pire du Late Show avec Stephen Colbert », présenté par l'émission de manière significative comme n'étant pas un épisode de compilation. Quoi qu'il en soit, cela signifie que Colbert avait quelque chose de précis en tête. Mardi 19 mai, Jon Stewart et Steven Spielberg seront présentes ainsi qu'une performance en direct de David Byrne et Colbert. Les invités de cette semaine sont Jon Stewart, Steven Spielberg, David Byrne et Bruce Springsteen. Ensemble, Stewart, qui avait été le mentor de Colbert, celui qui lui avait offert sa première véritable tribune au Daily Show et qui avait publiquement dénoncé CBS et Paramount, après l'annonce de l'annulation, estimait que la véritable explication ne se cachait pas dans un quelconque tableau financier, mais dans la peur institutionnelle insidieuse de dire la mauvaise chose aux mauvaises personnes. Le mercredi 20 mai, Colbert allait répondre lui-même à son propre questionnaire Colbert. Le segment d'interview qu'il avait fait passer à des centaines d'invités au fil des ans en présence d'invités surprises. Bruce Springsteen allait se produire. Et le jeudi 21 mai, le grand final. CBS ne dévoilait aucun détail à l'avance. La liste des invités confirmés à elle seule ressemblait à un panthéon de célébrités: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers, John Oliver Letterman, Tom Hanks, Julia Louis-Dreyfus, Pedro Pascal et The Strokes. Un adieu de rêve pour une émission qui, objectivement, aurait dû durer plus longtemps. Quant à la suite, Colbert l'avait déjà imaginé bien avant que tout cela ne soit rendu public. Mais en mars dernier, il a annoncé par l'intermédiaire de Warner Brothers qu'il écrirait un nouveau film du Seigneur des Anneaux avec son fils Peter. Tous deux avaient en réalité présenté le projet directement au réalisateur du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, 2 ans avant son annulation. Jackson a accueilli favorablement cette idée. Et Colbert, véritable encyclopédie vivante de Tolkien du genre, a récité par cœur la biographie d'Aragorn en direct à la télévision, ce qui avait valu à Viggo Mortensen de lui envoyer par la suite un plateau entier de personnages du Seigneur des Anneaux, sculptés dans du chocolat, en guise de remerciement, nourrissait secrètement ce rêve, sachant que l'émission l'en empêchait.
Il confiait en mars avec ce sourire sec qui masque souvent ses véritables émotions qu'il avait toujours su qu'il ne pourrait pas faire les deux en même temps. Mais voilà, son emploi du temps estival s'était libéré d'une manière inattendue. 11 Emmy Awards, 2 Grammy Awards, 3 Peabody Awards, un Whitson, un épisode en 11 ans. La plus longue série de victoires consécutives en termes d'audience dans l'histoire des talk shows de fin de soirée. Une émission qui a remporté son premier Emmy Award du meilleur talk show de variété en 2025 pour sa dernière saison. Et derrière tout cela, un homme qui a perdu son père et ses 2 frères à l'âge de 10 ans, qui a questionné sa foi au début de la vingtaine, qui a lutté contre des crises d'angoisse dans la trentaine, tout en se demandant en secret s'il n'avait pas gâché sa vie à poursuivre un objectif que la plupart des gens n'atteignent jamais, et qui a ensuite animé le talk show de fin de soirée le plus regardé d'Amérique pendant près d'une décennie. Il l'a dit de lui-même, ses adieux n'étaient pas entièrement prévus, mais le fait de ne pas avoir à choisir la fin lui a apporté quelque chose d'inattendu. Plus de matière, plus de choses à dire, et une dernière raison d'être présent chaque soir et de croire vraiment chaque mot prononcé. Le public en studio a oui un apprenant toléré de l'émission. Colbert leur a fait un signe de tête et leur a dit qu'il ressentait exactement la même chose. Après tout ce qui s'est passé, les audiences les Emmy 9 années consécutives en tête du classement, pensez-vous que CBS a pris cette décision parce que le budget n'était plus au rendez-vous ou parce que certaines choses étaient devenues trop coûteuses à dire à voix haute? Si cette vidéo vous a plu, hésite et liker et vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes comme celle-ci. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaîtra à l'écran. Qui sait ce que vous découvrirez ensuite